Dans la frénésie de la ville, le simple cri d'une fille pauvre dans un bus a bouleversé des destins. Son geste courageux a sauvé des vies, y compris celle d'un homme puissant. Quelques jours plus tard, elle revient demander de l'aide pour sa mère, et le millionnaire était là. Les rues de Montmartre appartenaient à Élodie Thibault, non pas comme une propriétaire, mais comme une ombre qui connaissait chaque recoin, chaque fissure des pavés parisiens. À 12 ans, elle naviguait dans ce quartier autrefois bohème de Paris avec une agilité que seuls les enfants des rues possèdent. Ses cheveux châtains, jamais vraiment propres, encadraient un visage aux traits fins et des yeux d'un vert profond qui semblait observer le monde avec une intensité troublante. Élodie n'avait pas de papier, pas d'école, pas d'adresse. La rue était son foyer, et sa survie dépendait de sa capacité à se rendre invisible quand il le fallait, ou à attirer l'attention quand la faim devenait trop pressante. Elle vivait de petits boulots, ramassant des bouteilles consignées, aidant parfois à décharger les marchandises des commerçants du marché aux puces, mais surtout elle créait. Avec des morceaux de tissu récupérés dans les poubelles des ateliers de couture, elle confectionnait de petites poupées, des créations rudimentaires mais étrangement expressives, chacune unique, chacune portant un peu de son âme. Elle les vendait aux touristes près du Sacré-Cœur ou aux terrasses des cafés, juste assez pour se nourrir, jamais assez pour échapper à sa condition. « Une poupée, monsieur ? C'est moi qui l'ai fait », murmurait-elle en tendant une de ses créations à un passant pressé qui l'ignora. Il faisait particulièrement froid ce matin-là. L'automne parisien s'était brusquement transformé en hiver précoce, et la fine veste qu'elle portait ne suffisait pas à la protéger du vent qui s'engouffrait dans les ruelles. La nuit précédente, elle l'avait passée dans un renfoncement de porte, à l'abri relatif des éléments, mais le sommeil avait été léger, entrecoupé de frissons. Élodie avait appris à ne pas trop réfléchir à sa situation. Penser au froid, à la faim, à l'absence d'un lit chaud, c'était s'exposer au désespoir. Elle préférait se concentrer sur ses mains, sur le prochain repas, sur le soleil qui parfois, comme aujourd'hui, perçait à travers les nuages pour offrir un peu de chaleur. « Tiens, la voilà », dit une voix familière. C'était Madame Rousseau, la boulangère, une des rares personnes qui semblait voir Élodie pour ce qu'elle était vraiment, une enfant. « J'ai des invendus d'hier. » La femme aux joues rouges lui tendit discrètement un sac en papier contenant quelques viennoiseries légèrement rassis. Un trésor. « Merci, madame, » répondit Élodie en prenant le sac avec un petit sourire reconnaissant. « Il va faire encore plus froid cette nuit. Tu devrais aller au foyer Saint-Vincent. » Élodie secoua la tête. Elle connaissait les foyers, les questions, les services sociaux. Et puis elle avait essayé une fois. On avait voulu la placer dans une famille. Elle s'était enfuie. Sa liberté, aussi précaire soit-elle, valait mieux que d'être coincée dans un système qui ne comprenait pas son besoin d'indépendance. « Je me débrouille », répondit-elle simplement. Madame Rousseau soupira mais n'insista pas. Elle connaissait la détermination de la petite. « Comme tu veux, mais la porte est toujours ouverte si tu changes d'avis. » Élodie la remercia encore une fois et s'éloigna, mordant avec délice dans un croissant. Son estomac grogna de satisfaction. Avec ce petit déjeuner inattendu, elle pouvait consacrer sa matinée à fabriquer de nouvelles poupées, plutôt qu'à chercher de quoi manger. Elle se dirigea vers son atelier, un recoin abandonné sous un escalier de service extérieur, dans une courette oubliée. Elle y gardait ses trésors, bouts de tissu, fils, boutons récupérés, et même quelques aiguilles. Ce matin, elle avait trouvé un morceau de velours rouge dans une benne près d'un théâtre. Ce serait parfait pour une nouvelle création. Tandis qu'elle travaillait, ses doigts agiles donnant vie à un nouveau visage de chiffon, elle laissait son esprit vagabonder. Elle pensait souvent à sa mère, des souvenirs flous, de plus en plus distants avec les années. Une odeur de lavande, des mains douces, une berceuse fredonnée dans une langue qu'elle ne comprenait pas tout à fait, et puis le vide. Sa mère n'était plus là, emportée par une maladie dont Élodie ne connaissait même pas le nom. Elle avait 5 ans alors. Autour de son cou, caché sous ses vêtements, pendait un médaillon en argent terni, la seule chose qu'il lui restait de sa mère. À l'intérieur, une minuscule photo presque effacée et une inscription qu'elle ne pouvait pas lire. Elle ne l'ouvrait jamais, de peur que le temps et l'usure n'effacent ce dernier lien. Après la disparition de sa mère, il y avait eu une période confuse, des adultes qui parlaient d'elle comme si elle n'était pas là, un foyer bruyant et impersonnel, puis la fuite, la rue, l'apprentissage de la survie. Le soleil était déjà haut quand Élodie termina sa première poupée de la journée. Une petite dame au visage souriant, vêtue du velours rouge récupéré le matin même. Elle était particulièrement réussie,
avec des yeux en bouton noir qui semblaient presque vivants. « Tu seras ma chance aujourd'hui », murmura-t-elle à la poupée avant de la glisser dans son sac usé. Élodie quitta son refuge et se dirigea vers la place du Tertre, où les touristes affluaient malgré le froid. Elle se plaça stratégiquement, pas trop près des artistes qui vendaient leurs tableaux. Ils n'aimaient pas la concurrence, mais suffisamment visible pour les passants. « Une poupée unique, faite à la main », répétait-elle en français, puis en anglais approximatif, tendant sa création aux passants. La plupart l'ignoraient. Certains lui jetaient un regard de pitié avant de détourner les yeux, embarrassés par sa pauvreté évidente. D'autres lui donnaient une pièce par charité, sans même prendre la poupée. Élodie détestait ça. Elle n'était pas une mendiante. Elle vendait le fruit de son travail, de sa créativité. Après 2 heures, elle avait vendu 2 poupées et gagné à peine de quoi s'acheter un sandwich. Mais le ciel commençait à s'assombrir, et avec lui, la température chutait. Ses doigts étaient engourdis par le froid, rendant difficile la tâche de tenir ses poupées pour les montrer. C'est alors qu'elle remarqua l'agitation. Un attroupement se formait au coin de la rue. Des voix excitées, des gens qui pointaient du doigt. Curieuse, Élodie s'approcha, se faufilant entre les jambes des adultes avec l'aisance que donne l'habitude. « C'est lui, c'est Gabriel Marchand », chuchotait une femme à son mari. Élodie suivit son regard. Un homme descendait d'une voiture luxueuse, entouré de ce qui semblait être des gardes du corps en costume sombre. Grand, élégant, avec des cheveux poivre et sel et un visage que l'on voyait souvent dans les magazines ou à la télévision des cafés qu'Élodie observait parfois à travers les vitrines. Gabriel Marchand, le magnate de l'immobilier, propriétaire de la moitié des bâtiments chics de Paris, disait-on. Un homme dont la fortune se comptait en milliards. Élodie l'observa entrer dans une galerie d'art huppé. Elle connaissait ce genre d'endroit, des lieux où quelqu'un comme elle n'était pas le bienvenu, où les vigiles la chasseraient dès qu'elle franchirait le seuil. Elle haussa les épaules. Les riches et leurs plaisirs ne l'intéressaient pas. Elle avait d'autres préoccupations, comme trouver un abri pour la nuit qui approchait. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une voix l'interpella. « Hé, petite, ta poupée, elle est à vendre ?» Élodie se retourna. Un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, mais pas de manière ostentatoire, la regardait avec intérêt. « Oui, monsieur, 5 €. L'homme examina la poupée de velours rouge avec curiosité. « C'est toi qui l'as faite ?»« Oui, monsieur. Je l'ai faite toute moi-même. » Il sortit un billet de 10 € et le lui tendit. « Garde la monnaie. Elle est pour ma fille. Elle collectionne ce genre de choses. » Élodie hésita un instant, méfiante face à cette générosité inhabituelle, puis prit l'argent. « Merci, monsieur. » L'homme lui sourit et s'éloigna, disparaissant dans la foule qui s'était formée autour de la galerie. Élodie rangea précieusement le billet. Avec ça, elle pourrait s'acheter non seulement à manger, mais peut-être aussi une écharpe pour se protéger du froid qui s'intensifiait. Elle jeta un dernier regard vers la galerie où avait disparu le milliardaire. Leur monde ne pourrait pas être plus éloigné. Lui dans son univers de luxe et de privilèges, elle dans sa réalité de survie quotidienne. 2 existences parallèles qui ne se croiseraient jamais. Du moins, c'est ce qu'elle croyait ce jour-là, ignorant encore que le destin avait prévu de tisser entre eux un lien aussi improbable qu'indestructible. Le lendemain matin, un froid mordant s'était abattu sur Paris. Élodie se réveilla engourdie, recroquevillée dans un recoin entre 2 bâtiments où elle avait trouvé refuge pour la nuit. Ses membres étaient raides, ses lèvres gercées. Elle se frotta vigoureusement les bras pour faire circuler le sang, puis vérifia que son médaillon était toujours autour de son cou, comme elle le faisait chaque matin. L'argent qu'elle avait gagné la veille lui avait permis d'acheter un sandwich et une écharpe en laine dans une friperie. Elle avait même pu s'offrir un chocolat chaud, luxe rare qui lui avait réchauffé le corps et l'âme pendant quelques précieux instants. Elle sortit de sa cachette et regarda le ciel. Gris, lourd de nuages menaçants. Il allait sans doute neiger. Élodie n'aimait pas la neige. C'était beau à regarder, certes, mais terrible à vivre quand on n'avait pas de toit. « Je dois trouver un meilleur abri », murmura-t-elle pour elle-même, tout en rassemblant ses maigres possessions. Elle décida de se diriger vers le 16e arrondissement. C'était un quartier riche, où les gens étaient souvent pressés et ne faisaient pas attention à une petite fille comme elle. Mais c'était aussi là que se trouvaient des immeubles, avec des halls chauffés, où elle pourrait peut-être se glisser pour quelques heures. Sur le chemin, elle s'arrêta près d'une boulangerie, attirée par l'odeur du pain frais. Madame Rousseau n'était pas là aujourd'hui, et le nouveau vendeur la fixa avec suspicion dès qu'elle s'approcha de la vitrine. Élodie soupira et continua sa route. Elle avait encore un peu d'argent, mais elle devait le faire durer.
Elle marchait le long de l'avenue Foch, admirant les façades haussmanniennes et les jardins soignés, quand un bruit étrange attira son attention. Un crissement de pneus, suivi d'un choc sourd. Le son venait d'une rue adjacente, moins passante. Curieuse et inquiète à la fois, Élodie se précipita vers la source du bruit. Elle tourna dans une rue étroite et s'arrêta net. Une voiture de luxe, elle reconnut le logo Bentley, avait percuté un lampadaire. La fumée s'échappait du capot et un silence anormal régnait. Élodie regarda autour d'elle. La rue était étrangement déserte pour cette heure de la journée. Quelques passants s'étaient arrêtés à distance, observant la scène sans bouger. D'autres détournèrent le regard, pressant le pas comme si la vision de l'accident pouvait les contaminer. « Il faut appeler les secours !» cria une femme, mais personne ne sortit de téléphone. Élodie s'approcha prudemment. À travers le pare-brise, elle aperçut un homme seul au volant, immobile, la tête reposant contre l'airbag déployé. Son visage lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à se rappeler où elle l'avait vu. Elle tenta d'ouvrir la portière, verrouillée. L'homme ne bougeait toujours pas, mais elle pouvait voir sa poitrine se soulever légèrement. Il respirait. « Il faut faire quelque chose », dit-elle à un homme en costume qui s'était approché. « Les secours vont arriver », répondit-il mal à l'aise, mais son regard fuyant trahissait son mensonge. Il n'avait pas appelé. Élodie sentit une colère monter en elle. Personne n'allait agir. Ils étaient tous là, figés, incapables de prendre une décision. La fumée s'intensifiait, et une odeur âcre d'essence commençait à se répandre. Le danger était réel. Sans hésiter, elle ramassa une pierre sur le bord de la route. Les quelques spectateurs la regardèrent avec étonnement, certains comprenant soudain son intention. « Non, petite, tu ne peux pas », commença l'homme en costume. Trop tard. Avec une précision surprenante, Élodie lança la pierre contre la vitre côté passager. Le verre se fissura, mais ne céda pas complètement. Elle ramassa une deuxième pierre, plus grosse, et frappa à nouveau. Cette fois, la vitre vola en éclats. Elle se précipita vers la voiture, ignorant les coupures que les débris de verre infligeaient à ses mains. Se faufilant par la fenêtre brisée, elle atteignit le système de verrouillage central et déverrouilla les portes. « Aidez-moi » cria-t-elle aux spectateurs qui, galvanisés par son action, sortirent enfin de leur torpeur. Deux hommes s'approchèrent et ouvrirent la portière côté conducteur. Avec précaution, ils sortirent l'homme inconscient de la voiture. Élodie reconnut alors son visage. C'était Gabriel Marchand, le milliardaire qu'elle avait vu la veille devant la galerie d'art. « Quelqu'un a appelé une ambulance ?» demanda-t-elle, essoufflée. Une femme leva la main, téléphone à l'oreille. « Ils arrivent » confirma-t-elle. Élodie examina l'homme allongé sur le trottoir. Sa respiration semblait régulière, mais une entaille sur son front saignait abondamment. Sans réfléchir, elle retira son écharpe nouvellement acquise et la pressa contre la blessure pour arrêter le saignement. « Tu sais ce que tu fais, petite ?» demanda un des hommes qui avait aidé. « J'ai vu faire ça », répondit-elle simplement. En réalité, elle avait vu des secouristes agir ainsi une fois quand un sans-abri qu'elle connaissait s'était blessé. Les sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. En quelques minutes, une ambulance et 2 voitures de police arrivèrent sur les lieux. Les paramédicaux prirent le relais, s'occupant de Gabriel Marchand avec efficacité professionnelle. « C'est toi qui l'as sorti de là ?» demanda l'un d'eux à Élodie, remarquant ses mains coupées et son écharpe tachée de sang. Elle hocha la tête, soudain intimidée par toute cette attention. « Bravo, petite, tu as probablement sauvé sa vie. » Pendant que les secouristes s'affairaient autour du blessé, un policier s'approcha d'Élodie. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, carnet à la main. « Élodie » répondit-elle, méfiante. « Élodie comment ?»« Juste Élodie. » Le policier fronça les sourcils, notant sa réticence et son apparence négligée. « Tu as quel âge ? Où sont tes parents ?» Élodie recula d'un pas. Elle connaissait ce genre de questions. Elle menait invariablement aux services sociaux, au foyer, à la perte de sa liberté. « Je dois y aller », dit-elle en tournant les talons. « Attends !» cria le policier, mais elle était déjà partie, se faufilant entre les badauds qui s'étaient rassemblés. Elle courut jusqu'à ce qu'elle soit certaine de ne pas être suivie, puis ralentit, le cœur battant. Elle regarda ses mains. De petites coupures les parsemaient, mais rien de grave. Son écharpe était perdue, sacrifiée pour arrêter le saignement de l'homme riche. Alors qu'elle reprenait son souffle, elle entendit des bribes de conversation autour d'elle. « Tu as vu les infos ? Gabriel Marchand a eu un accident. » « Oui, apparemment c'est une enfant qui l'a sauvé. »« Marchand ? Le milliardaire ? Celui qui possède la moitié de Paris ?» Élodie baissa la tête et s'éloigna.
Elle ne voulait pas être reconnue. Elle avait agi d'instinct, sans réfléchir aux conséquences. Maintenant, elle craignait que sa photo ne circule, que la police ne la recherche pour l'interroger, voire pire, la placer dans un foyer. Pourtant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui arriverait à cet homme, Gabriel Marchand. Allait-il survivre? Se remettrait-il de ses blessures? Et surtout, pourquoi se trouvait-il seul au volant, sans chauffeur ni garde du corps, contrairement à la veille? La neige commença à tomber, de gros flocons paresseux, qui fondaient dès qu'ils touchèrent le sol. Élodie resserra ses vêtements autour d'elle et se mit en quête d'un abri pour la nuit qui approchait. Mais ses pensées revenaient sans cesse vers l'homme dans la voiture accidentée. Le soir venu, elle trouva refuge dans une bouche de métro, où la chaleur relative lui permit de se réchauffer un peu. Sur un écran de télévision installé dans la station, elle aperçut le visage de Gabriel Marchand. Le son était coupé, mais les images montraient l'accident, puis l'homme transporté sur une civière vers l'ambulance. « Il est à l'hôpital Saint-Louis », dit une femme à côté d'elle, remarquant son intérêt. « Ils disent qu'il est dans un état stable, mais critique. » Élodie hocha la tête sans répondre. L'hôpital Saint-Louis. Elle connaissait cet endroit. C'était dans le 10e arrondissement, pas très loin de son territoire habituel. Cette nuit-là, blottie dans son coin, Élodie prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Demain, elle irait à l'hôpital Saint-Louis. Non pas pour se faire connaître ou réclamer une récompense, mais simplement pour savoir, pour voir de ses propres yeux si l'homme qu'elle avait sauvé allait survivre. Elle ignorait encore que cette simple curiosité, ce besoin inexplicable de connaître le sort de Gabriel Marchand, allait la mener bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, que derrière les portes de cet hôpital l'attendait non seulement le destin d'un homme, mais aussi les réponses à des questions qu'elle n'avait même pas encore formulées sur sa propre existence. Au petit matin, Élodie se réveilla avant l'aube, l'esprit clair malgré une nuit agitée. Elle se lava sommairement dans les toilettes publiques d'une gare, tenta de discipliner ses cheveux et d'arranger ses vêtements du mieux qu'elle pouvait. Elle voulait passer inaperçue à l'hôpital, se fondre parmi les visiteurs sans attirer l'attention. Sur le chemin, elle s'arrêta devant un kiosque à journaux. Les gros titres parlaient tous de l'accident de Gabriel Marchand. Son visage s'étalait en première page des quotidiens. Le magnate de l'immobilier entre la vie et la mort, annonçait l'un d'eux. Qui est l'enfant mystère qui a sauvé Gabriel Marchand? Demandait un autre. Élodie s'attarda sur cette dernière manchette. La photo qui accompagnait l'article était floue, prise de loin, mais on y distinguait une silhouette menue penchée sur un homme allongé. Elle. Son visage n'était pas reconnaissable, heureusement. « Tu veux acheter, petite ?» demanda le vendeur du kiosque, la tirant de ses pensées. « Non, merci, » répondit-elle en s'éloignant rapidement. L'hôpital Saint-Louis se dressait devant elle, imposant bâtiment historique reconverti en établissement médical moderne. Élodie observa un moment le va-et-vient des ambulances, des médecins, des visiteurs. Comment allait-elle entrer? Et surtout, comment trouverait-elle Gabriel Marchand dans ce labyrinthe? Elle suivit un groupe de visiteurs, tentant de se faire aussi petite et insignifiante que possible. Personne ne sembla remarquer cet enfant seul qui se glissait dans le hall principal. Une fois à l'intérieur, elle repéra un panneau d'information. Service de réanimation, 3e étage. C'était probablement là que se trouvait le milliardaire. L'ascenseur était trop risqué, trop exposé. Élodie opta pour les escaliers de service, moins fréquentés. Elle monta les marches 2 par 2, s'arrêtant à chaque palier pour s'assurer que personne ne la suivait. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi en raison de l'audace de son entreprise. Arrivée au 3e étage, elle entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil prudent dans le couloir. L'unité de réanimation était facilement identifiable. Des infirmières allaient et venaient d'un pas pressé, des médecins consultaient des dossiers, et surtout, 2 hommes en costume sombre se tenaient de part et d'autre d'une porte. Des gardes du corps, sans aucun doute. « Comment vais-je m'approcher » murmura-t-elle, se mordant la lèvre inférieure. Elle observa le balai du personnel hospitalier pendant plusieurs minutes, cherchant une faille dans la surveillance. C'est alors qu'elle remarqua un détail. Régulièrement, une femme de ménage entrait dans les chambres pour vider les poubelles et changer les draps. Personne ne semblait lui prêter attention, comme si elle faisait partie du mobilier. Élodie redescendit discrètement au rez-de-chaussée et se faufila jusqu'au vestiaire du personnel. Avec la patience d'un chat guettant sa proie, elle attendit le moment propice. Quand une employée sortit en laissant la porte entr'ouverte, elle se glissa à l'intérieur. Les vestiaires étaient presque vides à cette heure-ci. Sur un crochet, elle aperçut une blouse d'hôpital trop grande pour elle, mais qui ferait l'affaire. Vêtue de la blouse qui lui descendait jusqu'aux chevilles,
Élodie remonta au 3e étage, cette fois par l'ascenseur, mêlée à un groupe de visiteurs. Personne ne fit attention à cette petite silhouette en blouse blanche, le visage baissé comme pour consulter un document imaginaire. De retour dans le couloir de réanimation, elle se dirigea d'un pas qu'elle voulait assurer vers la chambre gardée. Les 2 hommes en costume la regardèrent approcher avec une légère surprise. « Je dois changer les draps », dit-elle, en essayant de rendre sa voix plus mature qu'elle ne l'était. « On nous a rien dit », répondit l'un des gardes, suspicieux. Élodie haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. « C'est la procédure, tous les jours à cette heure-ci. » Les 2 hommes échangèrent un regard hésitant. « 5 minutes », concéda finalement le plus âgé. « Et on reste à la porte. »« Comme vous voulez », répondit Élodie, dissimulant son soulagement. La porte s'ouvrit et elle entra, le cœur battant. La chambre était spacieuse, baignée d'une lumière tamisée. Des machines émettaient des bips réguliers, surveillant les constantes vitales du patient. Et là, allongé sur le lit, intubé et relié à divers appareils, se trouvait Gabriel Marchand. Élodie s'approcha lentement. L'homme semblait plus fragile, plus vulnérable que dans les magazines, ou même que lors de leur brève rencontre devant la galerie d'art. Son visage était pâle, marqué par une large contusion sur le front. Ses cheveux poivre et sel, habituellement impeccablement coiffés, retombaient sans vie sur l'oreiller. Elle resta là, immobile, ne sachant pas vraiment pourquoi elle était venue, ni ce qu'elle espérait trouver. Une étrange connexion s'établit entre elle et cet homme inconscient. Ils étaient si différents, lui, au sommet de la société, possédant plus d'argent qu'elle ne pourrait en imaginer. Elle, invisible, survivant jour après jour dans les marges. Et pourtant, à cet instant précis, dans cette chambre d'hôpital, ils étaient juste 2 êtres humains, l'un ayant sauvé la vie de l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix sévère la fit sursauter. Une infirmière se tenait dans l'embrasure de la porte, les sourcils froncés. « Qui es-tu ? Tu n'es pas du personnel. » Élodie recula, cherchant une échappatoire. « Je voulais juste voir s'il allait bien, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est moi qui... » « Sors d'ici immédiatement avant que j'appelle la sécurité, » coupa l'infirmière. Les gardes du corps s'étaient rapprochés, alertés par l'éclat de voix. Élodie se faufila entre eux et s'enfuit en courant dans le couloir, abandonnant la blouse derrière elle. Elle dévala les escaliers, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à chaque instant à entendre des pas lourds la poursuivre. Mais personne ne la suivit. Elle émergea dans la rue, essoufflée, les joues rouges d'excitation et de peur. Elle avait réussi. Elle avait vu Gabriel Marchand. Et maintenant, une impulsion irrationnelle lui disait de revenir le lendemain et le jour d'après jusqu'à ce qu'il se réveille. Elle chassa cette pensée. C'était de la folie. Elle avait pris suffisamment de risques pour aujourd'hui. Pourtant, le lendemain matin, ses pas la ramenèrent inexorablement vers l'hôpital Saint-Louis. Cette fois, elle se contenta d'observer de loin, assise sur un banc face à l'entrée principale. Elle vit des journalistes campant devant les portes, espérant une déclaration ou une photo. Elle vit une berline noire aux vitres teintées arriver, et en sortir un homme élégant dans la 50aine, escorté par un garde du corps. Quelque chose dans sa démarche, dans la forme de son visage, lui rappela Gabriel Marchand. Un frère, peut-être. Le surlendemain, elle revint encore, et le jour d'après. Chaque jour, elle trouvait un nouveau moyen de s'introduire dans l'hôpital, de se glisser jusqu'au 3e étage. Parfois, elle parvenait à entrer dans la chambre quelques minutes. D'autres fois, la surveillance était trop stricte, et elle devait se contenter d'observer de loin. Lors de sa 4e visite, elle remarqua quelque chose d'étrange. Alors qu'elle se tenait silencieusement près du lit de Gabriel Marchand, les moniteurs qui mesuraient ses constantes vitales semblèrent changer de rythme. Les bips s'accélérèrent légèrement, puis se stabilisèrent à un niveau plus régulier qu'avant son arrivée. « Tu as vu ça ?» demanda une voix douce derrière elle. Élodie se retourna vivement, prête à fuir. Une femme en blouse blanche, une vraie cette fois, l'observait depuis le seuil de la porte, mais son expression n'était pas accusatrice. Elle semblait plutôt curieuse. « Je n'ai rien fait, » balbutia Élodie. « Je sais, » répondit la femme en s'approchant. « Je suis le docteur Leroy, neurologue. Je m'occupe de monsieur Marchand. » Elle désigna les écrans. « Ces ondes cérébrales réagissent à ta présence. C'est fascinant. » Élodie regarda les moniteurs sans comprendre. « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire qu'à un certain niveau, même dans son coma, il perçoit que tu es là. » Le docteur Leroy l'étudia avec intensité. « Tu es la petite qui l'a sauvée, n'est-ce pas? Celle dont parlent les journaux ?» Élodie baissa les yeux, se préparant à être expulsée. « Je ne dirai rien, » assura la médecin, « mais je suis curieuse. Pourquoi reviens-tu chaque jour ?»
C'était une question à laquelle Élodie elle-même n'avait pas de réponse claire. Elle haussa les épaules. « Je veux juste savoir s'il va s'en sortir. » Le docteur Leroy hocha la tête, comme si cette réponse simple suffisait à expliquer ce comportement inhabituel. « Son état s'améliore, dit-elle, lentement mais sûrement. Les traumatismes crâniens sont imprévisibles, mais je suis optimiste. » Élodie sentit un poids se lever de sa poitrine. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'inquiétait pour cet homme qu'elle connaissait à peine. « Est-ce que je peux continuer à venir ?» demanda-t-elle timidement. Le docteur Leroy hésita un instant, pesant probablement les implications éthiques et professionnelles de sa réponse. « Officiellement non, dit-elle finalement. Tu n'es ni de la famille ni du personnel. Mais elle sortit une carte de sa poche et la tendit à Élodie. Si tu viens à cette heure-ci, pendant ma visite, je peux faire comme si tu étais avec moi. 5 minutes, pas plus. » Élodie prit la carte avec révérence. C'était la première fois qu'un adulte la traitait avec une telle considération, sans condescendance ni pitié. « Merci, docteur. Je dois te demander, cependant, ajouta le docteur Leroy, où sont tes parents? Pourquoi une enfant de ton âge passe-t-elle ses journées seule dans un hôpital? » La méfiance habituelle d'Élodie refit surface. « Je me débrouille, » répondit-elle évasivement. Le médecin l'observa un moment, puis hocha la tête sans insister. « D'accord, je respecte ça. Mais si tu as besoin d'aide, n'importe laquelle, mon numéro est sur la carte. » Les jours suivants établirent une routine. Élodie venait à l'hôpital à l'heure de la visite du docteur Leroy, restait quelques minutes auprès de Gabriel Marchand, puis repartait discrètement. Parfois, elle parlait au patient inconscient, lui racontant sa journée, les petites choses qu'elle avait observées dans la rue. D'autres fois, elle restait silencieuse, se contentant d'être présente. Le 7e jour, alors qu'elle se tenait près du lit, elle remarqua que les doigts de Gabriel Marchand avaient légèrement bougé. Un mouvement presque imperceptible, mais elle était certaine de l'avoir vu. « Docteur !» appela-t-elle doucement. Le docteur Leroy, qui consultait le dossier médical dans un coin de la chambre, s'approcha rapidement. « Ses doigts ont bougé », expliqua Élodie, excitée. La neurologue examina attentivement son patient, puis sourit. « Tu as raison. C'est un bon signe. Il commence à sortir du coma. » Cette nouvelle provoqua chez Élodie un mélange étrange de joie et d'appréhension. Elle était soulagée que Gabriel Marchand se rétablisse, bien sûr. Mais une part d'elle-même réalisait que sa présence à l'hôpital n'aurait bientôt plus de raison d'être. Ces visites étaient devenues un ancrage dans sa vie instable, un rendez-vous quotidien qui donnait un sens à ses journées. « Est-ce qu'il va se souvenir de l'accident » demanda-t-elle. « C'est difficile à dire » répondit le docteur Leroy. Les patients qui sortent d'un coma ont souvent des trous de mémoire concernant l'événement traumatique et les moments qui l'ont précédé. Mais certains détails peuvent revenir progressivement. Élodie hocha la tête, pensive. Peut-être valait-il mieux qu'il ne se souvienne pas d'elle, qu'il ne sache jamais que c'était une gamine des rues qui l'avait sauvée. Les riches préféraient généralement oublier l'existence des gens comme elle. Ce soir-là, en quittant l'hôpital, Élodie fut surprise de voir le docteur. Leroy la rattrapait dans le hall d'entrée. « Attends », dit la médecin légèrement essoufflée. « Je voulais te dire, la famille de Monsieur Marchand a engagé des détectives privés pour te retrouver. » Élodie sentit son sang se glacer. « Pourquoi ? Ils veulent te remercier, je suppose. Peut-être t'offrir une récompense. » Le docteur Leroy l'étudia avec attention. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'ai rien dit à propos de tes visites. »« Merci, » murmura Élodie soulagée. « Mais ils finiront par te trouver, tu sais. Les caméras de surveillance près du lieu de l'accident ont capturé ton image. Floue, mais reconnaissable. » Élodie serra son sac contre elle, soudain anxieuse. « Je ne veux pas de récompense. Je ne veux pas qu'on me trouve. » Le docteur Leroy semblait comprendre les craintes non exprimées de la fillette. « Tu as peur des services sociaux ?» Un hochement de tête silencieux lui répondit. « Je vois. » La neurologue réfléchit un instant. « Écoute, je ne peux pas te promettre que personne ne te trouvera. Mais je peux te promettre que je ferai mon possible pour te protéger si tu as besoin d'aide. » Cette promesse, bien qu'imprécise, réconforta Élodie. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait une alliée, quelqu'un qui ne cherchait pas à la contrôler ou à l'enfermer dans un système qu'elle fuyait. Dans le vaste appartement avec vue sur la tour Eiffel, Antoine Marchand faisait les 100 pas. À 45 ans, ce fils aîné de Gabriel Marchand portait le poids des responsabilités familiales depuis l'accident de son père. Grand, élancé, avec les mêmes yeux perçants que Gabriel, il dirigeait maintenant temporairement l'empire immobilier Marchand. « Toujours aucune nouvelle de cet enfant ?» demanda-t-il au détective assis en face de lui. Pierre Moreau,
ancien commissaire reconverti en enquêteur privé, secoua la tête. Nous avons des images, mais de mauvaise qualité. Une fille d'environ 12 ans, cheveux châtains, vêtements usés, probablement sans domicile fixe ou en situation très précaire. Antoine s'arrêta devant la baie vitrée, contemplant Paris qui s'étendait à ses pieds. Comment est-ce possible qu'avec tous nos moyens, nous n'arrivions pas à retrouver une simple enfant? Paris est grand, répondit simplement Moreau, et ceux qui veulent disparaître savent comment s'y prendre. Mais pourquoi disparaître? Nous voulons la remercier, pas lui nuire. Le détective haussa les épaules. La méfiance est souvent la première règle de survie dans la rue. La porte s'ouvrit sur Claire Marchand, la sœur cadette d'Antoine. À 40 ans, elle était le portrait craché de leur mère, élégante, raffinée, avec une douceur dans le regard que son frère n'avait pas. « Du nouveau » demanda-t-elle en s'asseyant gracieusement sur le canapé. « Rien » répondit Antoine, frustré. « Je ne comprends pas pourquoi père s'obstine à vouloir la retrouver. Il y a des affaires plus urgentes à régler. » Claire lui lança un regard désapprobateur. « Cet enfant lui a sauvé la vie, Antoine. C'est normal qu'il veuille la remercier personnellement. Il pourrait faire un don à une association pour les enfants des rues. Ce serait plus simple. Plus simple, oui, mais ce n'est pas ce qu'il veut. » Claire se tourna vers le détective. « Monsieur Moreau, pouvez-vous intensifier les recherches? Interroger le personnel de l'hôpital, peut-être? » « C'est déjà fait, madame. » Personne n'a vu d'enfant correspondant à cette description. Moreau omit délibérément de mentionner ses soupçons concernant une certaine neurologue qui semblait évasive lors de son interrogatoire. Le détective se leva, rassemblant ses notes. « Je vais élargir le périmètre de recherche. Concentrer les efforts autour de Montmartre et des zones où les enfants sans-abri se regroupent habituellement. » Après le départ de Moreau, Antoine se servit un verre de cognac, malgré l'heure matinale. Tout ça pour une gamine qui a probablement agi par instinct, sans même réaliser qui elle sauvait. « Tu es injuste, » dit doucement Claire. « Cette gamine, comme tu dis, a fait preuve de plus de courage que tous les adultes présents ce jour-là. » Antoine ne répondit pas, perdu dans ses pensées. Quelque chose le troublait dans cette histoire, au-delà de l'acte héroïque en lui-même. Pourquoi son père, homme d'affaires pragmatique et peu enclin aux élans émotionnels, insistait-il tant pour retrouver cet enfant? Il y avait là un mystère qui l'intriguait malgré lui. À l'hôpital, l'état de Gabriel Marchand s'améliorait de jour en jour. Il était maintenant conscient par intermittence, capable de suivre des yeux les personnes qui entraient dans sa chambre, même s'il ne parlait pas encore. Le docteur Leroy avait expliqué à la famille que c'était un processus normal après un coma et qu'il fallait être patient. Fidèle à sa promesse, Élodie continuait ses visites quotidiennes, toujours pendant les rondes du docteur Leroy. Elle observait les progrès de Gabriel avec une fascination mêlée d'appréhension. Bientôt, il serait pleinement conscient. Bientôt, elle ne pourrait plus venir incognito. « Je crois qu'il te reconnaît », lui dit un jour le docteur. Leroy, remarquant comment les yeux de Gabriel suivaient Élodie dans la pièce. Ses pupilles se dilatent quand tu entres. C'est un signe d'intérêt ou de reconnaissance. Élodie s'approcha du lit, étudiant le visage de l'homme qui avait pris une place si inattendue dans sa vie. « Bonjour, monsieur Marchand », dit-elle doucement. « C'est encore moi. » Pour la première fois, il tenta de parler. Ses lèvres bougèrent, formant des mots silencieux. Le docteur Leroy s'approcha immédiatement, attentive. « Ne forcez pas, monsieur Marchand. Vous avez été intubé longtemps. Vos cordes vocales ont besoin de temps. » Mais Gabriel insista, fixant Élodie avec intensité. Finalement, un murmure rauque s'échappa de sa gorge. « Merci. » Ce simple mot résonna dans la chambre comme une déclaration solennelle. Élodie sentit ses joues s'empourprer, embarrassée par cette gratitude directe. « De rien, » répondit-elle maladroitement. N'importe qui aurait fait pareil. Un faible sourire étira les lèvres de Gabriel, comme s'il savait que ce n'était pas vrai. Puis ses yeux se fermèrent, épuisés par cet effort. Le docteur Leroy posa une main sur l'épaule d'Élodie. « C'est un grand progrès. Et c'est en partie grâce à toi. »« À moi ?» s'étonna la fillette. « La présence régulière de personnes qui nous sont familières peut aider les patients dans le coma à retrouver le chemin vers la conscience. » La neurologue hésita. « Il y a quelque chose entre vous deux que je n'arrive pas à expliquer médicalement. Une connexion. » Ces mots troublèrent Élodie plus qu'elle ne voulut l'admettre. Une connexion? Comment pourrait-il y avoir une connexion entre elle, enfant des rues, et cet homme au sommet de la hiérarchie sociale? En quittant l'hôpital ce jour-là, Élodie fut plus prudente que d'habitude. Les paroles du docteur Leroy concernant les détectives privés l'avaient rendue paranoïaque. Elle prit des détours, s'assurant qu'elle n'était pas suivie, avant de rejoindre son abri du moment,
un squat abandonné où d'autres sans-abri toléraient sa présence discrète. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Antoine Marchand avait décidé de visiter son père en dehors des heures habituelles ce soir-là. Il arriva à l'hôpital juste après son départ et croisa le docteur Leroy dans le couloir. « Comment va-t-il » demanda-t-il laconique. « De mieux en mieux » répondit la neurologue. Il a parlé aujourd'hui pour la première fois. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. « Vraiment ? Qu'a-t-il dit ?»« Juste un mot. Merci. À qui ?» Le docteur Leroy hésita, pris au piège de sa propre révélation. « À personne en particulier. C'était plutôt un réflexe. » Antoine la fixa, suspicieux. Cette femme cachait quelque chose. Il en était certain. « Docteur Leroy, j'apprécie vos compétences médicales, mais je n'aime pas qu'on me mente. » La neurologue soutint son regard sans ciller. « Je ne mens pas, monsieur Marchand. Votre père progresse, c'est tout ce qui compte. » Insatisfait mais conscient qu'il n'obtiendrait rien de plus, Antoine entra dans la chambre de son père. Gabriel dormait paisiblement, son visage moins crispé que les jours précédents. Sur la table de chevet, quelque chose attira l'attention d'Antoine. Une petite poupée de chiffon, grossièrement cousue mais étrangement expressive. Il la prit, l'examinant avec curiosité. Ce jouet rudimentaire n'appartenait certainement pas à l'hôpital, avec ses protocoles d'hygiène stricts. Quelqu'un l'avait apporté. Quelqu'un qui n'était pas de la famille. Antoine glissa la poupée dans sa poche, déterminé à résoudre ce mystère. Le lendemain, Élodie arriva à l'hôpital à l'heure habituelle, mais quelque chose avait changé. Le docteur Leroy l'attendait dans le hall, l'air préoccupé. « Je ne peux pas te faire monter aujourd'hui, » dit-elle à voix basse. « Le fils de monsieur Marchand est là, et il se pose des questions. Il a trouvé ta poupée. » Élodie pâlit. Elle avait laissé une de ses créations sur la table de chevet la veille, pensant que cela ferait plaisir à Gabriel de la voir à son réveil. « Est-ce qu'il sait que c'est moi ?»« Non, mais il se doute que quelqu'un vient régulièrement. Quelqu'un que nous n'avons pas mentionné. » Élodie hocha la tête, comprenant la situation. « Je reviendrai un autre jour. »« Attends, » dit le docteur Leroy en lui tendant une enveloppe. « Monsieur Marchand a écrit quelque chose pour toi. Je l'ai aidé. Sa motricité n'est pas encore totalement revenue. » Élodie prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle contenait un trésor fragile. « Merci, docteur. » Elle quitta l'hôpital, l'enveloppe serrée contre sa poitrine et se dirigea vers son refuge habituel pour la lire en paix. Une fois seule, elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, un simple mot écrit d'une main tremblante « Reviens ». Ce message lapidaire la bouleversa plus que n'importe quel long discours. Il la voulait près de lui. Pourquoi? Que représentait-elle à ses yeux, au-delà de la personne qui l'avait sortie de sa voiture accidentée? Pendant ce temps, à l'hôpital, Antoine confrontait le docteur Leroy dans son bureau. « Cette poupée, dit-il en posant l'objet sur la table, qui l'a apportée ?» La neurologue garda son calme professionnel. « Je ne suis pas constamment dans la chambre de votre père, monsieur Marchand. De nombreuses personnes y entrent et sortent chaque jour. »« Ne me prenez pas pour un imbécile, » répliqua Antoine irrité. « Cette poupée est faite main, probablement par un enfant. L'enfant que nous cherchons, peut-être. » Le docteur Leroy ne répondit pas immédiatement, pesant le pour et le contre. Son devoir était de protéger Élodie, mais mentir frontalement à la famille de son patient posait un problème éthique. « Je ne peux pas confirmer ou infirmer vos suppositions, » dit-elle finalement. « Le secret médical m'interdit de divulguer certaines informations. » Antoine se pencha vers elle, les mains à plat sur le bureau. « Il ne s'agit pas de secret médical, mais de l'intrusion d'une personne non autorisée dans la chambre d'un patient vulnérable. Votre père ne se sent pas menacé, » rétorqua-t-elle fermement. « Au contraire, sa présence semble avoir un effet thérapeutique positif. »« Sa présence ?» Antoine sourit, victorieux. « Donc vous admettez qu'il y a bien quelqu'un. » Le docteur. Pleuroy se maudit intérieurement pour cette erreur. « Monsieur Marchand, je vous suggère de discuter directement avec votre père de ce sujet. Il est maintenant suffisamment conscient pour exprimer ses souhaits. » Antoine la fixa un long moment, puis hocha la tête. « C'est exactement ce que je vais faire. Mais sachez que si j'apprends que vous avez facilité des visites non autorisées, je ferai en sorte que le comité d'éthique de cet hôpital en soit informé. » Une fois seul dans la chambre avec son père, Antoine s'assit près du lit. Gabriel était éveillé, ses yeux suivant les mouvements de son fils. « Père, » commença Antoine, « il y a quelque chose que je dois vous demander. » Il sortit la poupée de sa poche. « Savez-vous d'où vient ceci ?» Les yeux de Gabriel s'animèrent à la vue du jouet. Il tendit une main faible pour la prendre. « La fille, » articula-t-il difficilement. « Quelle fille ?» pressa Antoine. « Celle qui vous a sauvé. »
Gabriel hocha lentement la tête. Elle est venue ici. Antoine était stupéfait. Comment vous a-t-elle trouvé? Gabriel ferma les yeux, comme pour se concentrer sur ses souvenirs encore fragmentés. Elle vient tous les jours, murmura-t-il. Cette révélation laissa Antoine sans voix. L'enfant qu'il cherchait partout venait quotidiennement à l'hôpital sous leur nez. Comment était-ce possible? Et pourquoi le personnel, le docteur Leroy en particulier, n'avait-il rien dit? Le lendemain, Antoine mit en place un dispositif discret. Sans informer le reste de la famille, il demanda à Pierre Moreau de se poster dans le couloir de l'hôpital, habillé en civil. Sa mission: identifier et suivre la mystérieuse visiteuse de son père. Ne l'abordez pas, précisa Antoine. Contentez-vous de la suivre pour découvrir où elle vit. Je veux comprendre qui elle est avant d'intervenir. Moreau, intrigué par ce développement inattendu, acquiesça. Et si elle remarque qu'elle est suivie? Elle ne vous remarquera pas, affirma Antoine avec une confiance excessive. Ce n'est qu'une enfant. Élodie, cependant, n'était pas une enfant ordinaire. Des années dans la rue lui avaient appris à repérer les regards insistants, à détecter les intentions cachées. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital ce jour-là, son instinct l'alerta immédiatement. L'homme assis dans le hall, feignant de lire un journal, l'observait trop attentivement pour être innocent. Elle fit demi-tour sans hésiter, empruntant une sortie secondaire. Le message de Gabriel, ce simple mot « revient », la poussait à persévérer, mais sa prudence naturelle l'emportait. Elle reviendrait, mais pas aujourd'hui, pas avec cet homme qui la guettait. Ce qu'elle ignorait, c'est que Moreau avait anticipé sa méfiance. Il avait posté un second observateur à l'arrière du bâtiment qui la vit sortir et la suivit à distance. Élodie passa sa journée comme d'habitude, vendant ses poupées près du Sacré-Cœur, ignorant qu'elle était surveillée. Vers le soir, elle se dirigea vers son refuge temporaire, un immeuble à moitié démoli dans le 18e arrondissement, où quelques sans-abri avaient établi une communauté précaire. L'observateur nota l'adresse et rapporta l'information à Moreau, qui contacta immédiatement Antoine. « Nous l'avons trouvé, annonça-t-il. Voulez-vous que nous l'interpellions » Antoine réfléchit un instant. « Non, j'irai la voir moi-même, demain. » Cette décision n'était pas uniquement motivée par la curiosité. Depuis sa conversation avec son père, Antoine était hanté par une intuition troublante. Gabriel avait montré un intérêt presque personnel pour cet enfant. Un intérêt qui dépassait la simple gratitude. Pourquoi? Le lendemain matin, vêtu plus sobrement qu'à son habitude, Antoine se rendit à l'adresse indiquée. Le contraste entre ce quartier délabré et son environnement habituel le frappa. Comment une enfant pouvait-elle survivre dans un tel endroit? Il trouva Élodie assise sur une caisse en bois devant l'immeuble, occupée à coudre une nouvelle poupée. En le voyant approcher, elle se figea, reconnaissant instinctivement l'élégance discrète d'un homme riche, même dans des vêtements simples. « Bonjour, dit-il, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Tu es Élodie, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas, évaluant rapidement ses options de fuite. « Je ne te veux aucun mal, » continua Antoine, sentant sa méfiance. « Je suis Antoine Marchand, le fils de l'homme que tu as sauvé. » À ces mots, Élodie se détendit légèrement, mais resta sur ses gardes. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Tu nous as trouvés en premier, » répondit-il avec un léger sourire. « À l'hôpital. » Élodie baissa les yeux, prise en flagrant délit. « Le docteur Leroy m'a permis de venir. Je sais. » Antoine s'approcha et s'assit sur une autre caisse à côté d'elle, ignorant la saleté qui risquait de tacher son pantalon coûteux. « Mon père m'a tout raconté. Ou du moins ce qu'il sait. Il voudrait te revoir. »« Vraiment ?» Les yeux d'Élodie s'illuminèrent brièvement. « Oui, il te doit la vie. » Antoine l'observa attentivement. « Mais j'aimerais d'abord comprendre quelque chose. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital tous ces jours? Tu aurais pu simplement disparaître après l'avoir sauvé. » Élodie réfléchit à la question. La vérité, c'est qu'elle-même ne comprenait pas totalement cette impulsion qui l'avait poussée vers Gabriel Marchand. « Je voulais savoir s'il allait bien, » dit-elle simplement. « Et puis, je ne sais pas. C'était comme si je devais être là. » Antoine la fixa intensément, cherchant une explication à cette réponse étrange. C'est alors qu'il remarqua le médaillon qui pendait au cou d'Élodie, partiellement visible sous son t-shirt usé. « Ce médaillon, » dit-il en le désignant. « Puis-je le voir ?» Instinctivement, Élodie porta la main à son cou, protégeant son bien le plus précieux. « Pourquoi ?»« S'il te plaît, » insista Antoine. « C'est important. » Après un moment d'hésitation, Élodie sortit le médaillon et le lui montra sans l'enlever. C'était un bijou en argent terni, de forme ovale, avec des motifs délicats gravés à la surface.
Antoine pâlit visiblement. « Peux-tu l'ouvrir ?»« Il est cassé, » répondit Élodie. « Il ne s'ouvre plus depuis longtemps. » Antoine sortit un canif de sa poche. Voyant Élodie reculer, il la rassura. « Je veux juste t'aider à l'ouvrir. Je te promets de ne pas l'abîmer. » Avec une réticence évidente, Élodie retira le médaillon et le lui tendit. Antoine l'examina respectueusement, puis inséra délicatement la pointe du canif dans la fente et appliqua une légère pression. Le couvercle s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, une minuscule photo sépia presque effacée montrait une jeune femme souriante. Et gravée dans le métal, une inscription en lettres cursives « À Sophie, avec tout mon amour, FM ». Antoine resta silencieux si longtemps qu'Élodie s'inquiéta. « Monsieur ?»« FM » murmura-t-il finalement. « François Marchand. Mon oncle. » Élodie le regarda sans comprendre. « Qui est Sophie ?»« Sophie Lambert », répondit Antoine, la voix légèrement tremblante. « Elle travaillait pour notre famille il y a des années. Elle et mon oncle François, il y a eu une histoire entre eux. » Un frisson parcourut Élodie. « Sophie Lambert était ma mère, dit-elle doucement. » Antoine leva les yeux vers elle, examinant son visage comme s'il le voyait pour la première fois. Maintenant qu'il savait quoi chercher, les ressemblances étaient évidentes. Les mêmes yeux que François, la même ligne de mâchoire que les Marchands. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Tu es sa fille, la fille de François. »« Qui est François ?» demanda Élodie, perdue dans cette révélation. « Le frère cadet de mon père, ton père biologique apparemment. » La nouvelle frappa Élodie comme un coup physique. Elle avait toujours imaginé son père comme une figure abstraite, un fantôme sans visage. Apprendre qu'il appartenait à l'une des familles les plus riches de France, qu'il était le frère de l'homme qu'elle avait sauvé dépassait l'entendement. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Ma mère ne m'a jamais parlé de lui. Elle disait que mon père était parti avant ma naissance. »« C'est ce qui s'est passé, » confirma Antoine, rassemblant ses souvenirs d'une époque que la famille avait tenté d'oublier. Quand mon grand-père a appris la grossesse de Sophie, il a forcé François à rompre avec elle. Elle a été renvoyée discrètement, avec une somme d'argent pour acheter son silence. François s'est soumis à la volonté familiale. Il a toujours été le plus faible de nous tous. Élodie sentit des larmes monter. Toute sa vie, elle avait cru être une enfant non désirée, abandonnée. Apprendre qu'elle avait été le fruit d'un amour brisé par les conventions sociales, et l'argent changeait tout. Où est-il maintenant, mon père? Le mot semblait étrange dans sa bouche. Antoine hésita. François est parti vivre à l'étranger peu après cet épisode. Il est revenu en France il y a quelques années, mais nous avons peu de contacts. Il vit en Provence, isolé, peignant des tableaux que personne n'achète. Il est artiste? Cette information toucha Élodie. Ses poupées, sa créativité, peut-être tenait-elle cela de lui. « Oui, un artiste raté, selon notre père, » dit Antoine avec une pointe d'amertume. La honte de la famille Marchand. Un silence lourd s'installa entre eux. Élodie tentait d'assimiler ces révélations qui bouleversèrent son identité. Antoine, quant à lui, mesurait les implications de cette découverte pour sa famille. « Est-ce que mon père sait que j'existe ?» demanda finalement Élodie. Antoine secoua la tête. « Je ne pense pas. La grossesse de ta mère a été gardée secrète. François a probablement supposé qu'elle avait interrompu la grossesse. » Élodie frémit à cette idée. Sa propre existence avait été niée, effacée de l'histoire familiale des Marchands. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, soudain inquiète. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Antoine se leva et poussetant machinalement son pantalon. « Je dois parler à mon père. Cette situation est complexe. Vous allez dire à tout le monde qui je suis ?»« Pas encore, » répondit-il après réflexion. « Nous devons d'abord vérifier cette histoire, faire des tests ADN pour confirmer la filiation. » Élodie se raidit. « Des tests ? Je ne veux pas être un rat de laboratoire. Ce n'est qu'un simple prélèvement, » la rassura Antoine, « et c'est nécessaire pour établir légalement ton identité. »« Légalement ?» répéta Élodie, soudain méfiante. « Pourquoi est-ce si important pour vous ?» Antoine la regarda longuement avant de répondre. « Parce que si tu es vraiment la fille de François, cela fait de toi une Marchand. Une héritière. » Ce mot « héritière » résonna étrangement aux oreilles d'Élodie. Elle qui n'avait jamais rien possédé, qui vivait de la vente de poupées en chiffon, pourrait soudain avoir droit à une part de la fortune Marchand. L'idée semblait absurde. « Je ne veux pas d'argent, dit-elle fermement. Je veux juste connaître mon père. » Antoine fut surpris par cette réponse. Dans son monde, l'argent était toujours la motivation première.
Cet enfant qui avait vécu dans la misère refusait ce que d'autres convoitaient désespérément. « Nous verrons, dit-il prudemment. Pour l'instant, je te propose de venir avec moi à l'hôpital. Mon père veut te voir et maintenant je comprends pourquoi. »« Il sait qui je suis ?» demanda Élodie, alarmée. « Non, mais il a dû sentir quelque chose. Une connexion familiale, peut-être. » Élodie hésita puis hocha la tête. « D'accord, je viens avec vous. » Sur le chemin de l'hôpital, dans la voiture luxueuse d'Antoine, Élodie observait Paris défiler par la fenêtre. Les mêmes rues qu'elle parcourait à pied chaque jour semblaient différentes vues de l'intérieur de ce cocon de richesse. Comment sa vie allait-elle changer maintenant? Voulait-elle seulement qu'elle change? « Mon oncle François, dit-elle soudain, testant ces mots étranges. À quoi ressemble-t-il? » Antoine sortit son téléphone et chercha dans sa galerie de photos. « Voici une image de notre dernier Noël en famille, il y a 2 ans. » Élodie prit le téléphone avec précaution. Sur l'écran, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel ébouriffés, se tenait légèrement à l'écart du groupe familial. Il avait un visage sensible, des yeux mélancoliques et un léger sourire qui semblait forcé. Elle reconnut immédiatement certains de ses propres traits dans ce visage. « J'ai ses yeux, » murmura-t-elle. « Et son talent artistique, apparemment, » ajouta Antoine en désignant le sac où Élodie gardait ses poupées. À l'hôpital, le docteur Leroy les accueillit avec surprise. « Monsieur Marchand, je ne m'attendais pas à vous voir avec Élodie. »« Les circonstances ont changé, docteur, » répondit Antoine avec une formalité retrouvée. « Nous sommes venus voir mon père. » La neurologue hocha la tête, échangeant un regard complice avec Élodie. « Il est éveillé et plus lucide aujourd'hui. C'est un bon moment pour une visite. » Dans la chambre, Gabriel Marchand était assis dans son lit, plus alerte que lors des visites précédentes d'Élodie. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « La voilà, » dit-il d'une voix encore faible mais distincte. « Ma sauveuse. » Antoine observa attentivement cette rencontre, cherchant des signes de reconnaissance familiale dans le regard de son père. Savait-il? Avait-il deviné le lien qui unissait cet enfant à leur famille? « Bonjour, monsieur, » dit timidement Élodie en s'approchant du lit. Gabriel lui tendit une main tremblante, qu'elle prit après une brève hésitation. « Je te dois la vie, » dit-il simplement. « N'importe qui aurait fait pareil, » répondit-elle, répétant les mêmes mots qu'elle avait prononcés lors de leur précédente rencontre. Gabriel secoua lentement la tête. « Non, pas n'importe qui. Les autres ont regardé sans agir. Toi seul as eu le courage d'intervenir. » Ses yeux scrutèrent le visage d'Élodie avec une intensité troublante. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Élodie, » répondit-elle simplement, omettant délibérément son nom de famille. Gabriel sourit faiblement. « Élodie, un joli prénom. » Il se tourna vers Antoine. « Mon fils t'a-t-il expliqué que nous te cherchions partout ?»« Oui, monsieur. »« Et pourquoi te cachais-tu » Élodie hésita, cherchant ses mots. « Je n'aime pas attirer l'attention. Ma vie est compliquée. » Gabriel hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement cette réticence. « Où vis-tu? Où sont tes parents ?» Antoine intervint, sentant le malaise d'Élodie. « Père, nous parlerons de cela plus tard. Vous devez vous reposer. » Mais Gabriel ignora l'interruption, fixant toujours Élodie. « Ce médaillon, » dit-il, en remarquant la chaîne argentée autour de son cou. « Puis-je le voir ?» Élodie lança un regard inquiet à Antoine, qui acquiesça imperceptiblement. Elle sortit le médaillon de sous son t-shirt et le tendit à Gabriel, sans l'enlever. Le vieil homme le prit entre ses doigts tremblants, l'ouvrant avec une dextérité surprenante pour quelqu'un encore convalescent. En voyant la photo et l'inscription, son visage se figea dans une expression indéchiffrable. « Mon Dieu !» murmura-t-il enfin. « Sophie Lambert. » Un silence lourd s'abattit sur la chambre. Gabriel ferma les yeux un instant, comme submergé par des souvenirs douloureux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Tu es la fille de Sophie, » dit-il, une affirmation plutôt qu'une question. Élodie hocha la tête. « Et de François, » ajouta-t-il doucement. Nouveau hochement de tête. Gabriel lâcha le médaillon et prit la main d'Élodie dans la sienne. « Ma petite nièce. » Sa voix se brisa sur ces mots. « Je n'arrive pas à y croire. Nous pensions... » Mon père avait dit que Sophie avait perdu l'enfant, compléta Antoine, utilisant cet euphémisme pour éviter des termes plus crus. « Mais elle t'a gardé, » poursuivit Gabriel, ses yeux ne quittant pas ceux d'Élodie. « Elle t'a élevé seule. »« Jusqu'à mes 5 ans, » précisa Élodie. Ensuite, Elle s'interrompit, incapable de prononcer le mot. « Je suis désolé, » dit Gabriel avec une sincérité évidente. « Sophie était une femme remarquable. J'ai toujours désapprouvé la façon dont ma famille l'a traitée. » Élodie fut surprise par cette admission.
Vous la connaissiez bien? Elle a travaillé pour nous pendant 3 ans comme assistante personnelle de mon père, intelligente, dévouée, discrète. François est tombé amoureux d'elle presque immédiatement. Antoine s'agita mal à l'aise avec ses révélations familiales devant une étrangère, même si cette étrangère venait de se révéler être de leur sang. Père, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Non, coupa Gabriel avec une fermeté retrouvée. Élodie a le droit de savoir. Elle fait partie de cette famille, qu'on le veuille ou non. Cette déclaration laissa Antoine sans voix. Son père, habituellement si soucieux des apparences et de la réputation familiale, venait d'accepter publiquement cet enfant illégitime dans leur cercle. Que s'est-il passé exactement? Demanda Élodie, soudain avide de connaître cette histoire qui était aussi la sienne. Pourquoi mon père a-t-il abandonné ma mère? Gabriel soupira profondément. C'est une histoire triste et honteuse. Mon père, ton grand-père Auguste Marchand, était un homme d'affaires brillant, mais impitoyable. Pour lui, la famille était avant tout une entreprise à gérer. Quand il a appris la liaison de François avec Sophie, il est entré dans une colère noire. Parce qu'elle était employée, supposa Élodie. Parce qu'elle n'avait ni fortune ni connexions utiles, corrigea Gabriel avec amertume. Auguste avait d'autres projets pour François, un mariage arrangé avec la fille d'un associé. Quand Sophie est tombée enceinte, il a vu cela comme une menace pour ses plans. Alors il l'a renvoyée, avec une somme d'argent conséquente en échange de son silence et de la promesse qu'elle disparaîtrait du tableau. Gabriel ferma brièvement les yeux comme honteux. François était trop faible pour s'opposer à notre père. Il a toujours cherché son approbation sans jamais l'obtenir. Élodie digéra ces informations, le cœur lourd. « Ma mère n'a jamais utilisé cet argent, dit-elle doucement. Elle a refusé de toucher un centime des marchands. Elle a préféré travailler dur, m'élever seule. » Gabriel hocha la tête, admiratif. Cela lui ressemble. Elle avait une grande fierté. Nous avons vécu simplement, mais dignement, poursuivit Élodie, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Après, tout est devenu difficile. La compassion dans les yeux de Gabriel était sincère. Et tu as survécu seule toutes ces années. Comment as-tu fait? Élodie haussa les épaules, mal à l'aise sous cette attention. Je me suis débrouillée. J'ai appris à me rendre invisible quand il le fallait, visible quand c'était nécessaire. Tu fabriques ces poupées, dit Gabriel, désignant celles qu'Antoine avait rapportées à l'hôpital. Elles sont remarquables. Ce n'est rien, murmura-t-elle embarrassée. Juste des bouts de tissu cousus ensemble. Non, c'est de l'art, insista Gabriel. Tu as hérité du talent de François. Il est un artiste doué, même si notre père n'a jamais valorisé ce don. Un silence méditatif s'installa dans la chambre. Chacun semblait perdu dans ses pensées, assimilant les implications de ces révélations. Ce fut Antoine qui rompit finalement ce silence. Nous devons faire des tests ADN pour confirmer officiellement la filiation. Ensuite, nous pourrons discuter des aspects légaux. Gabriel lui lança un regard désapprobateur. Toujours l'homme d'affaires, Antoine. Cet enfant vient de découvrir sa famille, et toi, tu penses déjà aux aspects légaux. Antoine se raidit. Je suis pragmatique, père. Si Élodie est effectivement une marchand, cela a des implications importantes pour notre famille, notre entreprise, notre héritage. L'héritage, répéta Gabriel avec dégoût. Toujours l'argent. Tu ressembles tellement à ton grand-père parfois. La tension entre père et fils était palpable. Élodie, mal à l'aise, fit un pas en arrière. Je n'ai pas besoin d'argent, dit-elle fermement. Je ne veux pas d'héritage ni de part dans votre entreprise. Les deux hommes la regardèrent avec surprise. Que veux-tu alors? Demanda doucement Gabriel. Élodie réfléchit un instant. Je veux connaître mon père, savoir d'où je viens. Peut-être avoir un endroit où dormir sans craindre d'être chassé. Mais je ne veux pas être un problème pour votre famille. Gabriel tendit la main vers elle. Tu n'es pas un problème, Élodie. Tu es une bénédiction. Une chance de réparer une vieille injustice. Antoine semblait moins convaincu, mais garda ses réserves pour lui-même. Nous contacterons François, dit-il finalement. Il doit être informé. Oui, approuva Gabriel. Il mérite de connaître sa fille. Il se tourna vers Élodie. En attendant, j'insiste pour que tu viennes habiter chez moi. J'ai une grande maison, bien trop grande pour un vieil homme seul. Tu y seras en sécurité. Élodie hésita. Après des années d'indépendance forcée, l'idée de vivre sous le toit d'un étranger, même un parent nouvellement découvert, l'effrayait. Je ne sais pas si... S'il te plaît, insista Gabriel. Considère cela comme un service que tu me rends. Je me sentirais moins seul et cela apaiserait ma conscience.
Antoine intervint, surprenant les deux autres. « Père a raison. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la rue, surtout maintenant que nous savons qui tu es. »« Et qui suis-je exactement » demanda Élodie, un éclair de défi dans les yeux. « Une marchand » répondit simplement Gabriel. « Quoi qu'en disent les tests ADN, quoi qu'en pensent les avocats et les conseils d'administration, tu as sauvé ma vie et tu portes notre sang. Cela fait de toi une marchand à mes yeux. » Ces mots touchèrent Élodie plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Toute sa vie, elle avait été anonyme, invisible, sans identité officielle. Maintenant, cet homme lui offrait non seulement un nom, mais une place dans sa famille. « D'accord, dit-elle finalement. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle » demanda Gabriel. « Je veux rencontrer mon père, François, dès que possible. » Gabriel échangea un regard avec Antoine, qui hocha imperceptiblement la tête. « C'est entendu, » promit Gabriel. « Nous le contacterons aujourd'hui même. » Une semaine plus tard, Gabriel Marchand sortait de l'hôpital. Sa convalescence se poursuivrait à domicile, sous surveillance médicale. Dans l'intervalle, la vie d'Élodie avait connu un bouleversement complet. Elle habitait maintenant dans la somptueuse demeure de Gabriel, un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Elle avait sa propre chambre, une pièce plus grande que tous les abris qu'elle avait connus, avec une salle de bain privée et un dressing rempli de vêtements neufs qu'elle n'osait presque pas porter. Claire Marchand, la fille de Gabriel et tante d'Élodie, avait pris en charge son installation avec une gentillesse qui contrastait avec la réserve d'Antoine. Elle l'avait emmenée acheter des vêtements, des fournitures scolaires, tout ce dont une enfant de son âge pouvait avoir besoin. « Tu ressembles tellement à François », lui avait dit Claire lors de leur première rencontre. Les mêmes yeux rêveurs, la même sensibilité. Les tests ADN avaient confirmé ce que le médaillon avait suggéré. Élodie était bien la fille biologique de François Marchand. Cette nouvelle avait été accueillie différemment par les membres de la famille. Gabriel y voyait une seconde chance, Claire une surprise bienvenue, Antoine une complication potentielle. Quant à François lui-même, il avait d'abord refusé de croire à cette révélation. Au téléphone, sa voix avait tremblé d'émotion et d'incrédulité. « Sophie m'avait dit qu'elle avait perdu le bébé », avait-il expliqué à Gabriel. « J'ai pleuré cet enfant que je n'ai jamais connu. »« Elle t'a menti pour te protéger », avait répondu Gabriel, « pour vous protéger tous les deux de la colère de notre père. » François avait accepté de venir à Paris rencontrer cette fille dont il ignorait l'existence jusqu'à présent. Il arriverait demain, et Élodie oscillait entre excitation et terreur à l'idée de cette rencontre. Ce soir-là, alors que Gabriel s'était retiré tôt pour se reposer, Élodie se tenait sur le balcon de sa chambre, contemplant Paris illuminé. Cette ville qu'elle avait toujours vue d'en bas, des ruelles sombres et des recoins oubliés, s'offrait maintenant à elle dans toute sa splendeur, vue des hauteurs. Un léger coup à sa porte la fit se retourner. C'était Claire, portant 2 tasses de chocolat chaud. « Je me suis dit que tu aurais peut-être du mal à dormir », dit-elle en tendant une tasse à Élodie. « Merci », répondit la jeune fille, reconnaissante pour cette attention. Claire s'appuya contre la balustrade à côté d'elle. « Nerveuse pour demain ?»« Un peu », admit Élodie. « Et s'il ne m'aime pas ?» Claire sourit avec douceur. « C'est impossible. François a toujours eu un cœur tendre. Trop tendre selon notre père. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas ? C'est mon oncle préféré, confirma Claire. Quand j'étais petite, il m'emmenait peindre dans les parcs. Il voyait de la beauté partout où les autres ne voyaient que l'ordinaire. Le jour tant attendu se leva sur Paris. Une fine pluie d'automne lavait les rues, donnant à la ville une ambiance mélancolique qui correspondait à l'état d'esprit d'Élodie. Debout devant sa garde-robe pleine de vêtements qu'elle n'avait jamais imaginé posséder, elle hésitait. Que porter pour rencontrer un père qui ignorait votre existence jusqu'à récemment? Elle opta finalement pour la simplicité. Un jean, un pull bleu, sa couleur préférée, et des baskets neuves qui lui semblaient encore étrangères aux pieds. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval simple, révélant un visage que Claire avait qualifié de pur marchand. Dans le grand salon, Gabriel était déjà installé dans un fauteuil près de la cheminée, plus pâle que d'habitude, mais déterminé à assister à cette réunion familiale historique. « Tu es magnifique », dit-il en voyant Élodie entrer timidement. Elle rougit, peu habituée aux compliments. « Merci. » Claire arriva, portant un plateau de pâtisserie et une cafetière. « François a toujours eu un faible pour les tartes aux pommes, » expliqua-t-elle en disposant tout sur la table basse. « Certaines choses ne changent jamais. » Antoine fut le dernier à les rejoindre, vêtu d'un costume impeccable malgré le caractère familial de la rencontre. Il gardait une certaine distance avec Élodie, non par hostilité,
mais par une réserve naturelle qui semblait faire partie de son caractère. À 10 heures précises, la sonnette retentit. Le cœur d'Élodie fit un bond dans sa poitrine. Elle resta figée, tandis que la gouvernante allait ouvrir. Des pas dans le hall d'entrée. Une voix masculine, plus douce que celle de Gabriel, plus hésitante. Puis il apparut dans l'encadrement de la porte. François Marchand était plus mince que sur la photo qu'Antoine lui avait montrée. Ses cheveux grisonnants tombaient en mèches rebelles autour d'un visage sensible aux traits fins. Il portait une chemise froissée sous une veste en velours côtelé élimée au coude, l'uniforme classique de l'artiste bohème. Dans ses mains, il tenait un bouquet de fleurs sauvages, assemblé avec un soin évident. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur Gabriel, Claire, Antoine, avant de se poser finalement sur Élodie. Il s'immobilisa, comme frappé par la foudre. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Le silence qui suivit semblait contenir une vie entière d'émotions. Personne n'osait le rompre, pas même Antoine avec son pragmatisme habituel. Ce fut finalement Élodie qui fit le premier pas, littéralement. Elle s'avança vers cet homme qui était son père, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Bonjour », dit-elle simplement, ne sachant comment l'appeler. François la dévisageait, cherchant dans ses traits ceux de la femme qu'il avait aimée. « Tu ressembles tellement à ta mère, dit-il enfin, la voix tremblante. Élodie ne s'attendait pas à cette remarque. Toute la famille lui avait dit qu'elle ressemblait au marchand. Entendre qu'elle tenait aussi de Sophie la toucha profondément. « Vraiment ?» demanda-t-elle avec espoir. Ses yeux, son sourire, cette façon de se tenir. François fit un geste vague de la main. « Même ta voix me rappelle la sienne. » Élodie sentit des larmes monter. Elle les retint, habituée à cacher ses émotions. « Je ne me souviens pas très bien d'elle. J'étais petite quand... »« Je sais, » l'interrompit doucement François. « Gabriel m'a tout raconté. » Il s'approcha d'elle, hésitant. « Puis-je te voir de plus près ?» Elle acquiesça et il s'avança, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Ses yeux scrutaient chaque détail de son visage, comme un homme assoiffé devant une source d'eau fraîche. « J'ai cru que tu n'existais pas, » murmura-t-il, « que tu étais un rêve perdu. »« J'ai cru que vous m'aviez abandonné, » répondit-elle avec une franchise désarmante. François ferma brièvement les yeux, encaissant ce coup. « Je ne savais pas, dit-il. Sophie m'a dit que la grossesse s'était interrompue. Je l'ai cru. J'aurais dû insister pour la voir, mais... »« Vous aviez peur de votre père, » compléta Élodie sans accusation. « Oui. » Cette admission semblait lui coûter. « J'ai toujours eu peur de lui, de sa désapprobation, de son pouvoir sur ma vie. » Il jeta un regard à Gabriel. « Contrairement à mon frère, je n'ai jamais eu le courage de m'opposer à lui. » Gabriel intervint doucement. « Nous étions tous sous son emprise, François, chacun à notre manière. » François hocha la tête, reconnaissant cette vérité. Puis il tendit maladroitement le bouquet à Élodie. « Je t'ai apporté ça. Je ne savais pas quoi choisir. J'ai pensé que les fleurs des champs, elles me rappellent ta mère. Elle les préférait aux roses sophistiquées. » Élodie prit le bouquet, touchée par ce geste simple et l'attention qu'il révélait. « Merci. Elles sont belles. » Claire s'approcha, brisant le moment d'intensité émotionnelle. « Venez vous asseoir. Le café va refroidir. » Ils s'installèrent autour de la table basse, dans une configuration qui ressemblait presque à une réunion de famille normale, si l'on ignorait la tension palpable et les regards chargés d'émotions contradictoires. « Tu vis dans la rue depuis tout ce temps ?» demanda François, incapable de contenir sa culpabilité. « Pas tout le temps, » nuança Élodie. « Après la disparition de maman, j'ai été placé en foyer, mais je m'enfuyais souvent. Je préférais ma liberté. »« Tu fabriques ces poupées, » dit-il, désignant une des créations d'Élodie que Claire avait disposée sur une étagère comme une œuvre d'art. « Gabriel m'a parlé de ton talent. »« Ce n'est pas grand-chose, » minimisa-t-elle. « Au contraire, » insista François. « C'est de l'art brut, instinctif. Tu as un don. Comme toi, » intervint Gabriel. « L'art est dans votre sang. » Antoine se racla la gorge. « Nous devrions peut-être aborder les aspects pratiques de la situation. » Gabriel lui lança un regard réprobateur, mais François acquiesça. « Antoine a raison. Nous devons parler de l'avenir d'Élodie. » La principale intéressée se raidit. Toute sa vie, les adultes avaient décidé pour elle, généralement sans se soucier de son avis. Allait-ce recommencer, même dans cette famille qui prétendait l'accueillir? Comme s'il lisait dans ses pensées, François se tourna vers elle. « Mais d'abord, j'aimerais savoir ce que tu veux, Élodie. » Cette question l'a pris au dépourvu. « Ce que je veux? » ?»« Oui, tes souhaits, tes rêves. Comment imagines-tu ta vie maintenant ?» Élodie réfléchit un moment. «
Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Je voudrais aller à l'école, peut-être, apprendre des choses, continuer à créer. » Et elle hésita, puis ajouta dans un souffle, « avoir une famille, un endroit où je me sente chez moi. » François hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je peux t'offrir cela. Pas le luxe qu'Antoine ou Gabriel pourraient te donner, mais un foyer stable. Je vis simplement en Provence, dans une vieille maison avec un grand atelier. Tu pourrais y avoir ton espace pour créer. Tu veux l'emmener loin de Paris ?» intervint Gabriel, surpris. « Si elle le souhaite, » précisa François, « je ne veux rien imposer. » Élodie sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Quitter Paris, la seule ville qu'elle connaissait, pour suivre un père qu'elle venait de rencontrer, c'était effrayant. Mais rester ici, dans ce monde de luxe qui n'était pas le sien, l'était tout autant. « Je pourrais venir voir ta maison d'abord, » suggéra-t-elle timidement. Pour me faire une idée, le visage de François s'illumina. « Bien sûr, tu pourrais venir pendant les vacances scolaires. En attendant, tu resterais ici avec Gabriel, le temps de t'adapter, de commencer l'école. C'est une excellente idée, » approuva Claire avec enthousiasme. « Le meilleur des deux mondes. » Antoine, plus pragmatique, ajouta « Nous devrons régulariser ta situation administrative d'abord. Obtenir des papiers d'identité, t'inscrire à l'école, établir officiellement ta filiation. Antoine s'occupera de tout cela, » assura Gabriel, en posant une main apaisante sur le bras d'Élodie. « Tu n'auras à t'inquiéter de rien. » François se pencha vers sa fille, son regard intense. « Ce qui compte le plus, c'est que tu saches que tu n'es plus seul, que tu ne le seras plus jamais. Même si je n'ai pas été là pendant toutes ces années, ce que je regretterai jusqu'à mon dernier souffle, je suis là maintenant, et je ferai tout pour rattraper le temps perdu. » La sincérité de cette promesse était palpable. Élodie sentit quelque chose se dénouer en elle, une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié l'existence. « Je crois que j'aimerais ça, » dit-elle doucement, « rattraper le temps perdu. » Les semaines qui suivirent transformèrent la vie d'Élodie de façon radicale. Avec l'efficacité caractéristique des marchands, Antoine organisa la création de papiers d'identité officiels, l'inscription dans une école privée réputée et toutes les formalités administratives nécessaires pour qu'Élodie Thibault devienne officiellement Élodie Marchand. La transition ne fut pas sans difficulté. Habituée à la liberté de la rue, Élodie trouvait parfois étouffantes les règles de sa nouvelle vie. Horaires fixes, cours obligatoires, codes vestimentaires et sociaux à respecter. Elle s'éveillait souvent en sursaut la nuit, désorientée par le confort du grand lit dans lequel elle dormait désormais. Gabriel, avec une patience que même ses enfants ne lui connaissaient pas, l'aidait à s'adapter. Il avait transformé une pièce inutilisée de sa demeure en atelier pour qu'elle puisse continuer à créer ses poupées, mais avec des matériaux de qualité cette fois. Il l'encourageait à partager ses pensées, ses craintes, respectant toujours son besoin d'espace et d'indépendance. François partageait son temps entre Paris et la Provence, revenant chaque week-end pour passer du temps avec sa fille. Ensemble, ils exploraient les musées, les parcs, partageant une sensibilité artistique qui les rapprochait naturellement. Il lui apprenait à peindre, elle lui montrait ses techniques de couture improvisées. Dans ces moments, le lien du sang qui les unissait semblait transcender les années de séparation. Même Antoine, initialement réservé, commençait à s'attacher à cette nièce inattendue. Il avait été impressionné par son intelligence naturelle, sa capacité d'adaptation et surtout par son désintérêt apparent pour la fortune des marchands. « Tu pourrais avoir n'importe quoi », lui avait-il dit un jour, alors qu'elle refusait un cadeau coûteux. Pourquoi cette simplicité volontaire? « Quand on a vécu avec rien, » avait-elle répondu, « on apprend que les choses qui comptent vraiment ne s'achètent pas. » Cette sagesse précoce avait touché Antoine plus qu'il ne voulait l'admettre. Aux vacances de Noël, 6 mois après leur rencontre, Élodie se rendit pour la première fois dans la maison de François en Provence. C'était une ancienne bastide entourée d'oliviers et de lavandes, simple mais charmante, avec des murs épais qui gardèrent la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. L'atelier occupait toute une aile, une grande pièce inondée de lumière naturelle, encombrée de toiles, de pinceaux, de tubes de peinture. Les œuvres de François couvraient les murs. Paysages provençaux, portraits, nature morte, tous empreints d'une sensibilité à fleur de peau que sa famille n'avait jamais su apprécier. « C'est magnifique », murmura Élodie, en tournant sur elle-même pour tout absorber. « Ce n'est pas luxueux, » dit François, une pointe d'insécurité dans la voix. « Pas comme chez Gabriel. C'est mieux, affirma-t-elle avec conviction. C'est vivant. » François sourit,
comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. « J'ai préparé une chambre pour toi. Elle est simple pour l'instant, mais nous pourrons la décorer ensemble si tu veux y mettre ta touche personnelle. » La chambre en question était petite, mais lumineuse, avec une fenêtre donnant sur les champs de lavande, un lit, une commode, un bureau et surtout, dans un coin, un petit espace de travail avec du matériel de couture neuf. « Pour tes créations, » expliqua François, « j'ai pensé que tu aimerais avoir ton propre coin. » Élodie sentit une émotion intense la submerger. Ce petit geste attentionné, cette reconnaissance de son art, signifiait plus que tous les cadeaux coûteux qu'Antoine ou Claire avaient pu lui offrir. « Merci », dit-elle simplement, mais son regard exprimait tout ce que les mots ne pouvaient contenir. Ils passèrent les vacances à explorer la région, à peindre ensemble dans les champs, à partager des repas simples sur la terrasse. François lui racontait des histoires de Sophie, des souvenirs précieux qu'Élodie absorbait comme une terre assoiffée absorbe la pluie. Le dernier soir, assis devant un feu de cheminée crépitant, François aborda le sujet qui leur tenait à cœur à tous les deux. « Que dirais-tu de venir vivre ici » demanda-t-il doucement. « Pas maintenant, bien sûr. Tu devrais terminer ton année scolaire à Paris, mais après, peut-être... » Élodie contempla les flammes, réfléchissant à cette proposition. Ces 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'adaptation, de découvertes, de nouvelles relations. Elle avait gagné une famille, un nom, une identité sociale. Mais au milieu de tout cela, elle cherchait encore sa place. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle finalement. « Mais, encouragea François, je ne veux pas blesser Gabriel. Il a été si bon avec moi. » François sourit tendrement. « Gabriel comprendra. Il veut ton bonheur avant tout. Et je voudrais continuer à le voir régulièrement. Et Claire, même Antoine. Bien sûr. Nous sommes une famille maintenant. Une famille étrange, imparfaite, mais une famille quand même. » Élodie hocha la tête, satisfaite. « Alors oui, j'aimerais vivre ici avec toi. » François lui prit la main, ému. « Tu sais, depuis que j'ai appris ton existence, je me suis demandé si j'avais le droit de me considérer comme ton père. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Ce n'était pas ta faute, dit-elle avec une maturité surprenante. Et puis, il n'est jamais trop tard pour commencer. » De retour à Paris, Élodie annonça sa décision à Gabriel. Comme François l'avait prédit, il comprit, même s'il ne put cacher une certaine tristesse. « Tu reviendras nous voir » demanda-t-il, assis dans son fauteuil près de la cheminée. « Aussi souvent que possible, » promit-elle, « et vous viendrez en Provence. L'air y est bon pour la santé. » Gabriel sourit, reconnaissant ce qu'elle essayait de faire, alléger le moment avec humour. « Tu as transformé cette maison, tu sais. Tu y as apporté une vie qu'elle n'avait jamais connue. J'y ai trouvé une famille. » répondit-elle simplement. « Une famille qui t'attendait sans le savoir. » Élodie s'approcha et, dans un geste qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, se pencha pour embrasser la joue de son grand-oncle. « Merci pour tout. »« Non, » corrigea doucement Gabriel. « Merci à toi. Tu m'as sauvé 2 fois. Une fois dans cette voiture et une deuxième fois en me rappelant ce qui compte vraiment dans la vie. » Le jour de son départ pour la Provence, toute la famille Marchand se réunit pour lui dire au revoir. Antoine, plus détendu qu'à l'ordinaire, lui remit une enveloppe. « Un compte à ton nom, » expliqua-t-il, « pour tes études futures, tes projets. Utilise-le quand tu seras prête. » Claire lui offrit un album photo qu'elle avait constitué, retraçant ses 6 mois de vie commune, mais aussi des images plus anciennes de Sophie et François, récupérées dans les archives familiales. Gabriel, lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, un médaillon neuf en argent, semblable à celui qu'elle portait toujours, mais intact, brillant. « Pour les nouveaux souvenirs, » dit-il simplement. Élodie monta dans la voiture où François l'attendait, le cœur plein d'émotions contradictoires. Elle quittait une sécurité nouvellement acquise pour une autre forme d'inconnu. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Sur la route vers le sud, François lui jeta un regard inquiet. « Tu es sûre de ta décision ?» Élodie contempla le paysage qui défilait, Paris s'éloignant derrière eux. Elle pensa à son parcours extraordinaire, des rues froides de Montmartre à cette voiture confortable, de l'anonymat à une identité retrouvée, de l'isolement à une famille complexe mais aimante. « Oui, » répondit-elle avec certitude, « je sais où est ma place maintenant. » Et c'était vrai. Après avoir été invisible si longtemps, Élodie Marchand était enfin vue, reconnue, non seulement pour l'acte de courage qui avait changé sa vie, mais pour qui elle était réellement. Une jeune fille sensible et forte, créative et résiliente, qui avait trouvé sa famille,
non pas dans les liens imposés par la naissance, mais dans les choix conscients de l'amour et de l'acceptation.